Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la peau d'un entrepreneur. Aujourd'hui, on est avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Christelle. Et aujourd'hui, avec Sarah, on va parler bien sûr d'entrepreneuriat. Sarah, c'est un entrepreneur pas comme les autres. C'est un entrepreneur qui travaille avec les entrepreneurs. C'est une amoureuse d'un territoire, la Seine-Saint-Denis. On va beaucoup en parler. Et à mon avis, il y a plein de thématiques qu'on va aujourd'hui aborder avec Sarah que vous allez trouver passionnantes. De la création au développement d'une entreprise, parce que Sarah a déjà vécu plusieurs étapes dans la création de son entreprise. Donc, si tu l'acceptes, on va vivre dans la peau de Sarah pendant une heure. J'accepte. Tu acceptes la question. Voilà. Bonjour, bonjour Denis. Voilà. Donc c'est parti. Sarah, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Quel âge as-tu déjà? Alors oui, bonjour à tous. Je suis donc Sarah Ouattara et j'ai 33 ans. D'accord. Et tu as créé ta boîte il y a combien de temps à peu près? Alors j'ai créé Samara il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, en octobre 2016. Samara, ça veut dire quelque chose en particulier, Samara, ou c'est quoi cette entreprise? Cette entreprise, en fait, c'est d'abord une histoire de cœur. Ça commence par le nom, en effet, parce que c'est la contraction de mon prénom et celui de mon papa. C'est ensuite un prétexte pour moi, Samara, pour pouvoir, comme tu le disais, mettre en valeur un territoire. Et c'est vrai que cette démarche entrepreneuriale, elle est surtout issue d'une histoire de cœur, pour le coup. D'une histoire de cœur. Donc ton histoire de cœur, c'est une histoire de cœur avec la Seine-Saint-Denis? Tout à fait, en effet. Moi, j'ai grandi sur ce territoire, j'y ai étudié, j'ai eu des activités professionnelles. C'est là que j'ai poursuivi toute ma scolarité. C'est là que j'ai beaucoup vécu, pour le coup. Et c'est vrai que au quotidien, je croise les gens, je les vois. Pour moi, il n'y a que des pépites, il n'y a que des talents locaux sur ce territoire. Et l'imaginaire collectif qui nous permet d'avoir une image un peu péjorative, qui n'est pas forcément fausse, mais en tout cas négative de ce territoire, moi, ça me peinait beaucoup. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de rendre à la Seine-Saint-Denis. Tu avais envie de lui rendre ce qu'elle t'a apporté. En effet. Et tu le fais comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le principe de ton entreprise? Parce que c'est un type d'entreprise un peu nouvelle. Oui. Alors, Samara, c'est donc une start-up qui a fait le choix de favoriser la rencontre entre les grandes entreprises et les talents locaux. L'idée, en fait, c'est que l'entreprise, souvent, elle ne sait pas comment chercher des prestataires, des fournisseurs au niveau local, ceux qui sont situés à proximité de ces locaux. Et moi, je vais lui permettre de rentrer directement en contact avec des artisans, des commerçants, des structures issues de l'insertion, des petites PME familiales pour répondre à vraiment des besoins qu'elle a exprimés. D'accord. Et ces besoins, ça peut être quoi pour les besoins de ces grosses entreprises? Alors, on me sollicite surtout pour tout ce qui est facility. Ça peut être organiser un cocktail, organiser un événement, organiser un déjeuner pro. Ça peut être aussi trouver un bon fournisseur pour l'entretien des locaux, pour le lavage de la flotte automobile, etc., etc. Ouais. Tous les services généraux. Dont ont besoin les services achats de grosses entreprises. Exactement. C'est ça, les facilities. Exactement. Dont on a besoin comme entreprise pour fonctionner dans un territoire. Tout à fait. Il y a cette partie-là et il y a la partie bien-être. On est vraiment beaucoup engagé sur la question du bien-être parce que on a tous compris maintenant qu'un salarié heureux, souriant et bien disposé, c'était un salarié qui était aussi performant et impliqué dans la vie de son entreprise. Et donc, nous, on organise des pauses bien-être dans les entreprises. Ça peut être des ateliers créatifs, ça peut être des ateliers massage, ça peut être des visites en extérieur, etc., etc. Tout pour qu'il soit à l'aise dans son environnement de travail. D'accord, très bien. On va déjà saluer, j'espère que vous comprenez un petit peu le concept de cette entreprise un petit peu originale. Bonjour à Madrid, bonjour à Joël, bonjour à Damien. Envie de rendre au 93 ce qu'il lui a donné. Donc ça le touche manifestement. Il doit être du 93, peut-être Damien. En tout cas, l'idée de cette entreprise, elle t'est venue comment? Parce que c'est quand même assez original, cette idée. Alors, au tout début, très sincèrement, ça aurait pu prendre n'importe quelle forme, mais c'est vrai qu'après mon activité professionnelle, moi j'étais conseillère technique d'un président de département. Ouais. C'est vrai que j'ai une maîtrise, j'ai une certaine affection pour les territoires, d'être au contact de penser des politiques et de les mettre en application. Et c'est vrai que j'avais envie d'être plus dans l'action cette fois-ci et d'être plus impliquée sur le résultat local, d'avoir vraiment un impact positif. Et cette idée-là, ça me plaisait de vendre aux entreprises. Eh ben, vous avez quelques appréhensions. Moi, je vais vous montrer que l'artisan du coin, c'est le meilleur, il a un vrai savoir-faire et il est à votre disposition. Et en plus, il est hyper flexible et proche, en fait, de ses clients. Et c'est venu de là.
Donc toi, en fait, tu as toujours travaillé auprès des territoires. Oui. C'était ça ton travail, c'était Oui, de valoriser déjà ton En effet, j'ai fait tous les échelons à peu près. J'ai travaillé dans des communes, départements, régions, auprès d'un député. Donc c'est vrai que j'ai toujours cherché. J'ai validé un master en management public et gestion des collectivités locales. Donc l'idée, ça a toujours été de travailler au niveau local, dans la sphère publique et politique, et maintenant dans la sphère entrepreneuriale. Mais alors, quelle idée de se lancer dans cette folle aventure de l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as fait ça? Alors que tu étais déjà, j'imagine, utile. Est-ce que c'est parce que tu avais envie d'être plus utile? Tu pensais que tu pouvais être plus utile comme entrepreneur ou... Alors, plus utile, oui, ça c'est sûr. C'est intéressant ça. Donc, elle travaillait un peu dans la sphère voilà, du public et tu as voulu être déjà dans mon environnement. Ouais. Entrepreneur pour être utile. En effet, et gagner aussi en liberté. Moi, aujourd'hui, j'ai la liberté d'entreprendre, j'ai la liberté d'échouer. Ouais. T'as la liberté d'échouer, d'accord. Parce que souvent, quand on amène en tant qu'entrepreneur la notion de liberté, c'est je vais choisir mes horaires, je pourrais faire ce que je veux, je vais gagner des millions, etc. Sauf que cette liberté-là qu'on prend, moi, j'ai perdu le confort d'avoir un très bon salaire à la fin du mois, j'ai perdu le confort de m'organiser sur mon planning, de chercher à récupérer mes enfants aux heures habituelles, etc. J'ai plutôt acquis la liberté d'échouer, la liberté de prendre des risques, la liberté surtout de voir aussi, de rendre aux gens, et je te l'ai déjà dit, quand moi, je vois un artisan qui me dit « Écoute, par mois, tu me permets d'avoir tel temps d'activité, tu m'as permis de bien démarrer mon activité, tu me permets d'avoir une meilleure existence, une meilleure communication. » Ça vaut tous les salaires du monde pour le coup. Donc, tu as choisi de te mettre en danger. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... Ça a été quoi cet appel? Bon, il y a un peu le tournant des 30 ans. Les 30 ans, d'accord. J'ai eu 30 ans, je me suis dit que c'est une belle période, c'est un bel âge pour prendre un risque parce qu'il y a toujours cette possibilité de se retourner. Moi, j'ai un métier de base, je sais que je pourrais toujours retourner dans la fonction publique si jamais j'en ai envie. Tu as une formation solide en fait, des compétences. Et c'est toujours facile de prendre un risque parce que ça reste quand même un risque à 30 ans plutôt qu'à 50 ans. Et j'ai toujours eu peur d'une chose, c'est d'avoir des regrets, de me dire dans quelques années, j'aurais dû faire ça, si j'avais su, j'aurais dû, pourquoi pas, j'ai raté quelque chose, etc., etc. Donc, ça peut être un sujet effectivement. Bonjour Edith. Pourtant c'est jeune, merci. Bonjour Fifi. Merci Joël. Merci Joël. Et donc, le sentiment que tu avais quelque chose à accomplir et que tu ne voulais pas avoir des regrets là-dessus. Oui. Et donc, tu as franchi le pas à 30 ans, c'est 30 ans qui t'a donné ce courage. Et donc, à 30 ans, tu deviens entrepreneur. Et à partir du moment où tu décides de devenir entrepreneur, comment tu procèdes? Tu savais comment faire? Bon, quand même, tu t'es fait aider. Mon entourage m'a expliqué que j'étais folle, que je pourrais attendre un peu, que... Bref, j'ai un diplôme, autant continuer dans le domaine de ce diplôme-là, de continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai senti que j'avais un petit grain de folie, mais je suis pas si folle parce que dès que j'ai arrêté mon poste, je me suis orientée vers Créa Jeune, donc de l'ADI. J'ai suivi une formation où j'ai pu vraiment découvrir ce que c'était qu'être entrepreneur, la partie prospection, développement de son idée, la partie financière, parce que pour moi, j'avais cette idée-là de tout est beau, tout est joli, je vais montrer aux entreprises qu'elles savent faire aussi, ces petites entreprises. Et j'avais pas compris qu'il fallait aussi que je pense à me payer. Que tu gagnes de l'argent. Que je gagne de l'argent, que je permette à Samara de vivre et de se développer, etc. Tout ça, c'est des choses que j'ai compris à ce moment-là, que j'ai poursuivi avec une année passée en couveuse. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a permis de préparer le développement de Samara. Cet accompagnement, alors juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est que Créa Jeune, donc c'est un dispositif d'accompagnement gratuit qui existait à l'ADI pour les jeunes de 18 à 32 ans, qui aujourd'hui évolue, prend une forme un petit peu différente et qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui est disponible un peu partout dans le territoire, qui maintenant permet d'accompagner les gens au-delà de 32 ans. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi un accompagnement qui est ouvert à toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise, qui sollicitent l'ADI pour un microcrédit, mais qui ont en même temps besoin de structurer encore leur projet, notamment sur ces aspects qui, en général, font un petit peu peur, comme le financier. Toi, tu avais des connaissances là-dedans? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu avais surtout l'idée, la connaissance, tu avais l'expertise de ton projet? Tout à fait. Moi, j'ai commencé en proposant mon offre à des prospects.
Tout le monde a trouvé l'idée séduisante, donc j'ai plutôt vendu une histoire au début. Et c'est vrai que tout de suite après, quand on commence à passer à la réalisation de cette idée-là, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte, dont l'aspect financier, parce que ça tient à ça aussi, la vie ou la mort de notre entreprise. D'accord, de passer, effectivement, on peut avoir l'expertise de son projet, et ensuite, il faut devenir expert de la création et puis ensuite du pilotage d'entreprise. Donc, tu as fait cette formation et ensuite, tu as été en couveuse. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça aussi? Ben, ça m'a permis surtout de commencer à travailler, à proposer mon offre sans être immatriculée, donc à avoir à subir des charges dès le démarrage. Donc pendant une année, j'ai pu travailler, j'ai pu peaufiner aussi mon offre et après, je me suis immatriculée, j'ai créé la SASU immédiatement à la sortie de la couveuse. Une SASU, tu peux expliquer pour les gens qui se posent la question, c'est quoi ce statut et quels sont ses avantages et pourquoi tu l'as choisi? Alors, que ce soit un peu concret. On a dit dans la peau d'entrepreneur, donc les questions un peu technico-techniques aussi. Alors souvent, quand on démarre, on a souvent le choix entre créer un statut de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur ou de société. Le montage de Samara, ça m'obligeait à avoir une société parce que j'étais l'intermédiaire entre des entreprises souvent grandes qui sont méfiantes à l'égard des petites structures type auto-entrepreneur. Et je travaillais aussi avec de nombreux auto-entrepreneurs, donc la société, c'était le plus adapté. Et la SASU, comme je suis la seule dirigeante de cette entreprise, ça me permet aussi d'avoir l'ensemble des décisions à prendre, mais je peux également être salariée de cette entreprise. D'accord. Donc ça, j'espère que vous comprenez bien les avantages de la SASU. En tout cas, moi, j'ai appris des choses là-dessus. Et donc, du coup, tu expliques que tu es un intermédiaire entre des toutes petites entreprises et des grosses entreprises. Comment tu fais la passerelle entre les deux? Parce que c'est vraiment des dimensions très différentes. Qu'est-ce que toi, ça te demande comme effort d'adaptation en direction des grosses entreprises, et quel effort d'adaptation peut-être tu demandes aux entrepreneurs avec lesquels tu travailles? C'est exactement ça, c'est une très bonne question parce que c'est pas du tout le même langage entre les grands comptes et les professionnels locaux. Pourtant, c'est tous c'est le monde de l'entreprise à chaque fois, mais c'est pas les mêmes. Non, il y a beaucoup d'appréhension de tous les côtés. D'accord. Et moi, j'ai toujours cette anecdote en tête où une fois, j'ai été sollicitée par une directrice de communication d'un grand compte qui voulait un cocktail. J'ai sollicité une structure qui favorisait l'insertion des jeunes et qui avait comme activité traiteur pour faire ce cocktail. En plein milieu du cocktail, elle me regarde, elle me dit c'est bon en plus. C'est bon en plus. Cette remarque, elle est étonnante parce qu'a priori, c'est le brief. Oui. C'est ce qu'on demande en fait à un traiteur. Et je pense qu'en sollicitant pour la première fois Samara et donc par conséquent ce traiteur solidaire, c'était une manière de mettre la petite pièce, de faire sa bonne action, sa bonne action. BA. Voilà, elle n'attendait pas que ça soit bon, que ça soit un cocktail comme on doit livrer un cocktail. Et finalement, elle a pu déguster un cocktail. Et en plus de ça, elle a un impact positif parce que finalement, elle contribue aussi au développement à la réinsertion de ces jeunes-là. D'accord. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à des petites entreprises qui souhaitent être en lien avec des grosses entreprises, qui auraient par exemple comme clients des grandes entreprises? J'imagine que tu donnes ce type de conseils aux petits entrepreneurs que tu accompagnes et que tu appelles des talents d'ailleurs. Peut-être que tu nous diras pourquoi. Mais quel conseil tu pourrais donner pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui cherchent à être crédibles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, en fait, quand on s'adresse à un grand compte, on n'a pas le droit à l'approximation. C'est-à-dire que on peut pas arriver sans dire j'ai pas de plaquette, j'ai pas de carte, je peux même pas vous faire une dégustation s'il s'agit d'un cocktail parce que lui, il est déjà paniqué. Qu'est-ce que c'est? Comment ça va être géré? Est-ce que ça va me demander beaucoup d'implications? Il faut déjà arriver en le rassurant avec déjà une présentation générale qui soit rassurante pour le coup. Et ensuite, c'est moi, les talents avec lesquels j'ai choisi de travailler, ce qu'on essaie à chaque fois de mettre en avant, c'est une belle présentation du service, rassurer au maximum sur les possibilités de faire évoluer l'offre pour le client, la proximité, la disponibilité, la différence quand on sollicite un talent de Samara et une autre entreprise que je ne nommerai pas. Non, ne la nomme pas. La différence, c'est que quand on appelle, on ne téléphone pas dans le vent, on ne va pas nous dire « Ah oui, je comprends votre problème, mais on y répondra le mois prochain. » Là, on sollicite un expert de son domaine, un talent local, et il a la réponse. Il se déplace immédiatement parce qu'il est dans votre quartier et il sait répondre à votre besoin. Et nous, on lui apprend aussi à répondre à son besoin et à le valoriser.
Donc, tu apprends en fait à ces petits entrepreneurs, à ces talents locaux, à pouvoir démontrer de façon instantanée la qualité de leurs C'est prestations. ça. Et l'objectif, c'est donc de rassurer les grosses entreprises. Rassurer, en effet, l'idée c'est de rassurer, c'est pour ça que moi je suis dans cette danse. Ouais, L'idée c'est que nous solliciter, c'est aussi vous décharger. Moi j'ai besoin, l'entreprise a besoin d'un cocktail, j'appelle Samara, je m'occupe de tout le reste et ensuite le prestataire se chargera de mettre en place et de livrer le cocktail. La direction ou l'assistante de direction qui a passé cette commande-là, elle se charge plus de oui mais attendez, par quelle entrée vous allez passer, comment est-ce que je dois faire, est-ce que je peux rajouter plus de pièces sucrées salées. Je délègue tout à Samara, on s'occupe du reste. d'accord. C'est aussi C'est toi qui gères ce tous ces petites questions. Donc, le côté offre un peu tout inclus, C'est ça. où ils n'ont aucune question à se C'est poser ça. et ils sont assurés du C'est ça. professionnalisme du rendu. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Mais moi, quand je te vois parler comme ça, je suis très impressionnée. Du coup, comment tu as fait pour développer cette posture de chef d'entreprise? Parce que finalement, quand tu coaches aussi tes talents locaux, c'est un peu à ça que tu les accompagnes. Comment toi, tu as fait pour te sentir chef d'entreprise et pour renvoyer cette image? Alors, c'est gentil, ça veut dire que je commence à l'avoir déjà. Donc, Mais, ça veut dire que tu en as douté. Ah oui. Comment on oui. construit ça? Parce que je pense que c'est vraiment une question que peuvent se poser des entrepreneurs. C'est que effectivement, on peut croire très fort à son projet, mais il faut savoir l'incarner et il faut savoir le délivrer. Et comment tu fais pour construire ça? Ben, je sais qu'au tout début, moi, j'avais du mal à valoriser mon offre. Je savais qu'elle était de qualité. Je savais que j'allais apporter vraiment un confort à mes clients. Mais le fait de dire, je suis la dirigeante, la fondatrice de Samara, c'était vraiment l'écrire même sur une carte de visite, c'était très difficile. J'avais beaucoup de mal à assumer ça et donc pas les épaules pour l'assumer. Je préférais dire, je travaille pour Samara. Tu travailles pour Samara alors que c'est ton idée de A à Z. Est-ce que tu penses que ça, c'est un souci de femme? Parce que cette semaine, Ladi prend la parole sur les femmes et l'entrepreneuriat et veut essayer un petit peu de lever les freins à la création d'entreprise. Toi, ça n'a pas été un frein pour te lancer, mais en termes de positionnement, tu penses que c'est lié à ça? Oui, je pense. Je sais pas si tous les hommes aiment affirmer leur pouvoir, leur force, leur conviction, etc. Mais ne serait-ce que sur des questions de financement, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs collègues hommes. Et ils étaient déjà sur des projets de levée de fonds, sur moi j'ai besoin de 100 000 euros, moi j'avais besoin de quelques financements au départ et je sais que non, 2 000 euros c'est très bien. 2 000 euros c'est très bien. Mais c'est ça, la majorité des femmes qui se lancent, en général, elles se lancent plutôt sur des petits projets. Et à peu près 70% des entrepreneurs sont des hommes. Donc ça veut dire que les femmes, c'est un petit tiers. Mais c'est là où tu as tout à fait raison, c'est que Samara, c'est un projet qui a été réfléchi, comme on le dit depuis le début, pour la Seine-Saint-Denis. Moi, c'est un espace que je maîtrise, que j'affectionne, etc. C'est ça. Et je voulais rester à cette étape-là de petits projets. Et en fait, j'ai eu une autre rencontre ces derniers mois qui m'a permis de changer de dimension, de me dire, mais là, je m'adresse à un territoire et il y a d'autres territoires qui ont les mêmes problématiques. Alors, pourquoi s'enfermer sur une zone et se freiner, en fait? Mais ça, c'est ton humilité qui nous révèle pas exactement quelle est cette opportunité. Mais Sarah, en fait, tu es dans l'incubateur de Station F, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Donc tu es passée finalement d'être accompagnée par l'ADI à être accompagnée aujourd'hui par un incubateur qui accompagne plein de startups. Donc dans le cœur battant de la Startup Nation, comme on dit. Est-ce que tu peux nous parler de cette opportunité et puis surtout quelles ambitions, quelles perspectives ça nourrit pour Samara? Alors oui, en effet, j'ai intégré depuis le mois d'avril l'incubateur d'HEC, qui est donc à Station F le plus grand espace de coworking du monde, semble-t-il. Et en fait, là, à côté de moi, tous les jours, j'ai des startups, des jeunes, enfin des étudiants qui sortent d'HEC, d'autres grandes écoles, etc. Et tout de suite, on voit que eux, ils n'ont jamais été à une dimension ultra locale, en fait. C'est déjà des gros projets, il suffit de les mettre en place, il suffit de voir quelle levée je vais faire, etc. etc. Ils pensent déjà à l'international. Ah oui, ça n'a même pas été encore créé, que c'est déjà de l'international, en fait. D'accord. Et tout de suite, moi, ça m'a permis de me dire, mais t'es folle, tu devrais pas t'enfermer, tu pourrais tellement apporter à d'autres territoires, etc., que ça me permet aussi de changer de dimension, de voir plus grand et d'être plus ambitieuse pour mon projet.
Je me rappelle que quand j'ai intégré l'incubateur, Oui. bah, j'étais encore avec mon petit sac en train de raser les murs, etc. en me disant, bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est un peu un monde à part, c'est un univers compliqué. Les gens sont très focus sur leur business. La question de la légitimité encore. que tu t'es posée. Ouais. Et D'accord. j'ai eu un de mes mentors, un prof HEC qui a été à l'initiative de la création de leur centre d'entrepreneuriat, qui une fois m'a reçu. Enfin, c'était pas le bureau des pleurs, donc je me suis pas étalée sur ce manque de légitimité, mais en pitchant mon projet, m'a dit. Mais est-ce que vous savez que ceux qu'on sélectionne pour entrer à l'incubateur, c'est ceux qui le méritent vraiment? On sélectionne sur dossier. Il n'y a pas de je viens de Seine-Saint-Denis, je suis femme, je suis noire. Il n'y a pas de ça ici. Non, ils n'ont pas le temps. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas le temps. Et ça déstresse un peu. Enfin, on se sent un peu plus légitime. On essaie de se donner plus le droit d'être ambitieux et on prend. Et comment, du coup, comment ils t'accompagnent pour hausser ton niveau d'ambition? Parce que c'est vraiment un souhait aussi, elle a dit, d'aider les femmes à avoir de l'ambition pour leur projet. On peut commencer petit, mais on peut aussi s'autoriser à avoir de l'ambition dans le développement de son projet. Comment est-ce qu'ils t'accompagnent là-bas? Alors, HEC, enfin l'incubateur, ce qui est top, c'est qu'il y a déjà une équipe qui nous oriente, qui nous oriente vers les bons interlocuteurs. J'ai surtout un réseau ensemble. Ouais, il y a déjà ça c'est très important. Il y a déjà, oui, en effet, un gros avantage, c'est le réseau. Mais également, il y a toute une série d'experts qui nous accompagnent sur les différents champs qui composent la création d'entreprise ou le développement d'une entreprise. Ça peut être, ben là, on lance une nouvelle version de notre site internet, c'est des conseils sur ça, sur le. Ah, c'est précieux ça. Ouais, sur la partie design, sur la partie communication, sur la partie posture. Comment est-ce qu'on positionne Samara, quelle offre, comment est-ce que je me distingue, etc. Et c'est aussi comment est-ce que je prépare la suite en fait. Là, on commence à se développer dans Paris parce que j'ai un bureau à Station F, mais c'est aussi le Val-de-Marne, c'est aussi le Val d'Oise. C'est déjà commencer à penser grand. Donc l'avenir, ça veut dire que ce que tu fais, valoriser les talents des petits entrepreneurs en Seine-Saint-Denis, tu vas le faire partout en Ile-de-France? Partout en Ile-de-France dans un premier temps, ça y est, tu vas penser à l'international alors avec Station F? Tout à fait. Partout dans un premier à moyen terme en Ile-de-France, mais l'idée c'est déjà de couvrir aussi l'ensemble de la France parce qu'il y a des zones sur Marseille, sur Lyon, sur Bordeaux, des zones qui ont les mêmes caractéristiques que la Seine-Saint-Denis. Les quartiers politiques de la ville, c'est ça hein. Donc, qui attirent de plus en plus les entreprises pour des raisons peut-être immobilières, financières, etc. De loyers, etc. Exactement. D'implanter des grosses structures dans des quartiers en périphérie, des agglomérations. Parce que les agglos débordent et c'est plus possible. Et finalement, on ne peut pas prendre ces salariés et les déplacer brutalement comme ça. Aujourd'hui, il faut tout un accompagnement. Bien sûr. Et on ne peut pas non plus s'installer sur un territoire sans se dire que je ne vais pas faire d'efforts d'ancrage, d'intégration, etc. De créer de l'emploi dans les territoires où il en manque. Exactement. Oui. Et finalement, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que pour faire vivre une ville, l'entreprise a un rôle à jouer. Moi, je l'aide maintenant à poursuivre cette implication. D'accord, très bien. On va juste saluer les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je vois, bonjour Joanne, bonjour Founé, rebonjour Joël, ça. Voilà. Boubacar, Julia, Edith, Julia qui dit qu'il faut que tu gardes ton grain de folie. Merci. Voilà. Bonjour Nanous. Voilà. Et donc, du coup, je regarde quand même parce que l'idée, c'est de répondre aussi à vos questions. Le parcours de Sarah est vraiment passionnant, mais aussi c'est que vous ayez des réponses concrètes à partir des questions concrètes qu'elle s'est posées tout au cours de son parcours de création d'entreprise. Et je vois Julia qui demande si tu avais un réseau dans les grandes entreprises à la base, ou est-ce que tu as dû démarcher, comment tu fais? Et c'est vrai que ça, c'est une question que se posent beaucoup de petits entrepreneurs. Peut-être qu'on t'a un Samara pour les valoriser, pour trouver effectivement des clients, que ce soit des clients en B2B, des entreprises ou même des particuliers. Comment tu as fait? Comment tu as procédé? Moi, j'ai eu une carrière que dans les administrations. Donc, la vie de l'entreprise, je connais pas du tout. Les accès auprès des grands comptes, je ne maîtrise pas du tout. Je connaissais même pas les codes de présentation auprès de ces grandes entreprises auparavant. Le culot, en fait, il y a un moment où quand on croit en son projet, le grain de folie. C'est ça. Peut-être en cas là sur ça.
mais je me voyais prendre le téléphone, grossir quelques traits de mon activité, ou surtout solliciter. Au départ, j'ai eu besoin aussi d'avoir des retours de ces entreprises, Oui. solliciter un rendez-vous pour leur présenter mon activité, leur dire quels conseils vous pourriez me donner, est-ce qu'on peut se revoir dans 6 mois quand ça sera un peu plus mature, etc. Oui. Et je pense que c'est des bons moyens de faire évoluer son offre, de l'adapter aussi à la demande, mais c'est aussi un moyen de revenir à nouveau dans l'entreprise et dire, voilà, j'ai fait évoluer. Est-ce que vous avez ces besoins? Donc, d'aller un petit peu enquêter pour comprendre le besoin du client. Ouais. Et en fait, il y a des grosses entreprises qui ont eu du temps pour toi, qui t'ont accordé ce temps-là? Oui. Donc, il faut oser. Il faut carrément oser. Tout le monde est débordé. Vous aurez peut-être 5 semaines avant d'avoir une réponse ou beaucoup plus de temps. Il faut, c'est sûr, sortir. Je me souviens que pendant mes 5 semaines à l'ADI, je me suis retrouvée à faire une enquête de terrain. Je suis allée à la gare du RERD au Stade de France. Oui, ça fait partie de la méthodologie de l'accompagnement par Créajeune, parce que je vois Guillet qui avait une question, oui, Julia qui demandait si ça t'a beaucoup aidé Créajeune. Donc, dans cette méthodologie, on t'a forcé en fait, ah oui. à faire ça. Le RERD, à la sortie du RERD Stade de France, je pense que quand on sort du bureau à 16-17 heures, on a juste envie de rentrer. Et donc, personne ne s'arrêtait et j'ai pas réussi à me décourager en fait. J'avais besoin d'un certain nombre de questionnaires. J'ai été partie pour ça. Je me suis retrouvée sur les quais à demander aux gens, juste en voyant au loin leur train arriver. Juste, ça va prendre 2 secondes et on remplissait le questionnaire. Ouais. Et en fait, je me suis obligée à terminer cet exercice parce que c'était aussi un moyen pour moi de me prouver que je croyais en mon projet. Je me serais découragée là, j'aurais peut-être pas continué. Ah oui, parce que du coup, il y a peut-être beaucoup de gens qui t'ont dit non, j'ai pas le temps. La majorité. J'ai fait aussi du phoning et la majorité n'ont pas le temps de répondre. Non. Et c'est des choses, moi, finalement, j'aimais beaucoup entendre non, parce que ça me donnait encore plus envie de... Vous l'entendez, ça? Et tu doutes d'être un entrepreneur, vraiment? Ça, c'est vraiment une phrase d'entrepreneur. J'aimais beaucoup entendre non. Explique-nous pourquoi, parce que là, pour le moment, je ne comprends pas. Pourquoi tu aimais beaucoup entendre non? Pour moi, c'était une sorte de challenge. Il fallait que j'arrive à avoir une entrée. Je me souviens du premier contrat que j'ai signé. Quand je l'ai signé, je suis revenue au bureau et mes collègues m'ont demandé comment ça s'est passé. Je fais j'ai signé. Et t'es pas plus heureuse que ça? J'étais hyper heureuse, mais j'ai entendu plusieurs non avant d'arriver à ce oui. Et c'est vrai que les non m'ont toujours challengé en fait. Donc, comme une course d'obstacles en fait. C'est ça. Et donc c'est les non, je pense, qui m'ont amené à avoir un oui finalement, à s'obstiner, à mieux présenter, Et donc le oui, pourquoi il t'a pas fait plus d'effet que ça? Si, il m'en a fait beaucoup. Il t'en a fait beaucoup, c'était intérieur. Oui, voilà. C'était très intérieur. On a répondu, j'espère, à tes questions. À tes questions, Julia. Il y a Boubacar qui dit tu fais un bon boulot. Merci. Boubacar, qui nous suit depuis le Maroc. La chance, il fait Bonjour Boubacar. Je crois que Boubacar, tu étais déjà là pour le précédent live, si je ne me trompe pas. Infidèle. Ah oui, c'est super. En tout cas, j'espère que ce témoignage précieux t'apporte plein d'informations. N'hésitez pas à nous poser plein de questions, parce que Sarah est très généreuse en questions. Donc, du coup, entre Créajeune, entre cet accompagnement de l'ADI et Station F, il s'est passé des étapes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est développé en fait? Comment t'es passé de ce stade-là à Station F? Parce que là, l'histoire, elle est très belle. De Créajeune à Station F. Comment t'as fait pour développer ton activité? Alors, de Créajeune à Station F, entre-temps, j'ai signé des abonnements, j'ai perdu des abonnements, j'ai re-signé des abonnements, j'ai fait plus de... Donc, c'est ce que tu vends aux entreprises, tu leur vends un abonnement de prestation de service? Je leur vendais un abonnement de prestation de service. Je me suis rendu compte que parmi les peurs des grandes entreprises, il y a aussi le fait de s'attacher. De s'engager. De s'engager, c'est aussi ça comme pour le mariage en fait. D'un an, c'est ça? En effet. D'accord. Donc, remise en question de ton modèle économique? Du modèle, en effet. Au bout de combien de temps ça s'est fait, ça? Au bout de la première année, quand j'ai signé les premiers contrats et que j'ai vu que ça ne correspondait pas forcément... pas forcément à leurs besoins, en fait, que c'était sous-utilisé parce que ça ne répondait pas entièrement à un besoin. Bon, là, il faut creuser autre chose, il faut aussi élargir aussi sa palette de prestations. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui me sont remontées des entreprises. Ah, tu fais du recrutement? Bah non, j'en fais maintenant. Qu'est-ce que tu proposes en termes de restauration? Bah rien, je veux tout faire sauf ça. Maintenant, je fais des plateaux repas, des déjeuners pro, des cocktails, tout ce qu'on peut imaginer. Et plein de choses, c'est elles qui m'ont suggéré plein de services. Et finalement, je pense qu'ici, il y a un conseil à vous donner, c'est d'être toujours à l'écoute du client, en fait. On peut être sûr de son produit, de son service,
il faut aussi qu'ils trouvent un besoin exprimé. Et finalement, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute. J'ai eu une fois, c'est une anecdote, Ouais. j'ai eu une collègue en fait qui m'avait présenté un nouveau prestataire qui faisait de la restauration. Et en fait, on l'a fait tester à des collègues. Et mes collègues m'ont dit, franchement, pour ce que ça coûte, c'était pas bon, mal présenté, c'était pas. Et ma collègue est revenue me voir pour me dire, ah, ils sont vraiment de mauvaise foi, c'est pas correct et tout. Et moi, ma réflexion, c'était, mais c'est lui qui paye finalement. Donc, Oui. tu vois, ces critiques, je dois les entendre, je dois les interpréter. Quand ils exagèrent, je le sens aussi, mais il faut entendre ce que le client dit pour avoir après une meilleure Il proposition. ne faut pas prendre ce genre de retour personnellement, il faut les prendre comme une occasion de faire grandir son entreprise. Donc, tu veux dire que ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que tu avais fait une étude avant de lancer ton activité pour comprendre les besoins des clients et qu'un an après, tu as dû aussi te remettre à l'écoute et remettre en question tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif, le modèle économique, c'est pas définitif. En tout cas, le mien, je ne pense pas, il évolue tout le temps. Peut-être qu'au moment où je te parle, il évolue encore. Il évolue encore, j'imagine, avec l'accompagnement que tu as. C'est ça. Ouais. Mais c'est aussi ça, la souplesse d'une start-up, c'est qu'il faut toujours se laisser le droit de se réorienter parce que plus on s'obstine, plus on fonce dans le mur. Et c'est le cas de le dire. D'accord. Donc, plusieurs vies dans cette entreprise. Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans ta vie d'entrepreneur ? Ce qui est difficile peut-être, c'est que je suis très à l'aise avec toutes les missions que j'ai à effectuer, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où arrive l'entreprise d'école, mais pas totalement de manière à avoir une équipe autour de soi. Ça veut dire qu'on est amené à faire 20 000 trucs, à se diviser en 3 000. À être partout en même temps. C'est ça. Et ça, c'est cette période-là sur laquelle il ne faut pas du tout lâcher, où on arrive quand même un peu à être fatigué, usé, etc. Tu es toute seule là pour le moment J'ai une personne qui m'a rejoint. T'as une personne qui t'a rejoint. Ça me permet de souffler un tout petit peu, mais je pense que c'est même pas nécessaire en fait. Il faudrait que très prochainement je sois encore rejoint par une autre personne. Par une autre personne, parce que tu gères combien de talents, combien de grandes entreprises ? Alors, aujourd'hui, le nombre de grandes entreprises a augmenté. J'arrive à travailler avec des entreprises telles que Vinci, ICAD, des banques ou encore des espaces de coworking. Mais les talents, ils sont à peu près une centaine en fait. Donc finalement, on a pris nos habitudes. On fonctionne vraiment avec une relation humaine très forte. C'est ce que j'essaie de mettre avec mes contacts grands comptes et avec mes talents locaux. D'accord. C'est ça, ça permet d'avoir une souplesse, ça permet de dire aussi franchement les choses quelquefois, et ça permet d'être très au clair sur l'organisation d'une prestation. Donc en effet, je jongle entre beaucoup de personnes, beaucoup d'agendas et beaucoup de demandes qui évoluent aussi sur le temps d'une journée. Et donc ça, c'est le plus difficile, c'est de jongler avec tous ces interlocuteurs en même temps, etc., sans avoir pour le moment tout le staff qui C'est ça. Ça pourrait être, c'est quelque chose qui est très gérable, sauf qu'en plus de ça, je travaille aussi sur le développement de l'entreprise. Oui, ce que tu fais à Station F, j'imagine que ça prend du temps. En effet. Ouais. En effet. Ça demande de la présence physique, etc. Tant que je serai encore impliquée sur les aspects d'organisation, de logistique, etc., c'est sûr que ça sera difficile d'être totalement concentré sur le développement. Donc ça, c'est la seule chose qui est difficile dans... Oui, mais, bon, mais je me concentre parce que c'est une façade, en fait, ça va c'est passer. Un moment je passager. pense que c'est une phase. Et qu'est-ce qui te fait plaisir, en fait, dans ta vie d'entrepreneur ? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie d'entrepreneur ? Enfin, si tu aimes des choses dans ta vie d'entrepreneur. Oui, j'aime tout. T'aimes tout ? J'aime tout. J'aime tout, même la difficulté, en fait. Il y a des moments où, moi, en fait, en livrant un petit déjeuner, quand on me dit... Ouais, la viennoiserie était un peu sèche. Hein. Je suis atteinte. Je me dis, non, mais... C'est comme si c'était la viennoiserie qui... C'est ça. Et donc, objectif... La viennoiserie, quoi. Exactement. Sauf que la personne, elle me dit ça en me disant que le petit déjeuner était très bien, en fait. Mais quand il faut dire des choses, on me les dit aussi. Je fais en sorte de solliciter après chaque prestation mes clients avec des questionnaires ou des questions en direct, etc. De satisfaction. J'ai besoin de savoir ça. Et quand on me dit... ça, c'était aussi la question de légitimité. Quand on me disait... non, c'était vraiment bon, tout était parfait, je mets 10 sur 10, etc. C'est parce qu'il est gentil qu'il dit ça, ouais. Et lui, tu le prenais pas comme un retour sur la qualité de tes prestataires ou de ta manière de les préparer. Exactement. Et quand on me fait ce retour-là, immédiatement, je dirais, je n'oublierai pas d'en informer le talent qui a été mobilisé. Alors que je pourrais avoir une part aussi dans ce succès-là, mais c'est un peu
des situations compliquées. Qu'est-ce que j'aime là dans ma vie d'entrepreneur? J'aime beaucoup quand le téléphone décroche et qu'on me dit je veux telle prestation et je veux que ça soit comme la dernière fois, ça c'est nickel. J'aime beaucoup quand mes talents sont heureux en fait, quand ils me disent là j'ai bien bossé, tu nous valorises aussi, et, tu prends du temps pour nous écouter, etc. J'ai pas l'impression de le faire suffisamment, donc avoir ces retours-là c'est aussi intéressant. Et ce que j'aime, c'est que aucune journée ne ressemble à celle qui vient de passer en fait. Aujourd'hui, je suis avec toi, je suis heureuse d'être avec toi. Demain, je serai sur... On est très contente de t'avoir, merci. Demain, je serai sur d'autres choses avec des prestations qui sont organisées. Et c'est ça que j'aime en fait, le fait d'avoir des semaines qui soient différentes. D'accord. Je trouve ça très touchant la manière dont tu parles des entrepreneurs que tu accompagnes, parce qu'au final, c'est des entrepreneurs un peu comme ceux qu'on finance à l'ADI aussi, sur des petits projets, des petites entreprises. Tu les appelles des talents. Tu peux me dire pourquoi tu les appelles des talents? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse là-dedans. Ouais. Là, c'est la partie un peu, la petite séquence émotion, c'est que moi, j'ai toujours considéré que comme une injustice le regard qu'on pouvait avoir sur mon territoire et le fait de me dire qu'il y a un artisan pâtissier qui est meilleur ouvrier d'Île-de-France, un torréfacteur en plein cœur de Saint-Denis, qui est un boulanger qui existe depuis 25 ans et qui fait plaisir à tous ceux qui vont chez lui et qu'on ne se rende pas compte de ça et qu'on se dise ah non, je préfère la sécurité, je vais prendre ma grande entreprise qui me fournit tous les mois en viennoiserie surgelée, etc. Oui, non, bien sûr. Et je sais pas, ça fait d'eux des talents parce que vraiment, ils suent à la tâche. Ils ont beaucoup de cœur à mettre en valeur, à présenter leur savoir-faire. Et je sais pas, je voulais aussi leur rendre honneur dans mon activité. C'est très beau. Et donc, en tout cas, ça donne un regard différent sur ces territoires. Et demain, ça ne sera pas uniquement Seine-Saint-Denis, ce sera aussi dans tous les territoires d'Île-de-France. Je trouve ça très, très intéressant, Sarah. Je voudrais savoir dans quel cadre tu travailles. Donc là, tu es à Station F, mais est-ce que tu travailles, tu as un bureau toute seule ou est-ce que tu es dans un bureau partagé? Est-ce que tu es seule dans ta vie d'entrepreneur ou est-ce que tu es entouré d'entrepreneurs? Alors, j'ai déjà 2 bureaux, Station bureaux. F et Porte d'Aubervilliers. Je suis sur un espace de coworking, plein coworking. Et ça me permet d'avoir 2 univers différents. Un où, sur plein coworking, j'ai des entrepreneurs qui sont généralistes, il y a de tout. Des gens qui font de la livraison de repas, des librairies France par exemple, des gens qui font du développement informatique, des gens qui font de la prestation de plateaux repas de luxe, des gens qui font des développements de technologie, Microsoft, etc., etc. Et en fait, pour ça, moi, j'utilise tout le monde. Ma mère, mes collègues, tout le monde. Ce qui fait que pour la moindre décision que j'ai à prendre, tiens Yacine, tu penses quoi de ma présentation? Tiens Jérôme, est-ce que tu veux bien relire ça? Tiens... Et de ce côté-là, ça fonctionne très bien. J'ai toujours besoin d'avoir l'avis de quelqu'un, même si je suis très bornée aussi. Le dernier mot, c'est moi qui l'aurai, mais j'ai besoin de savoir si quelqu'un a envie de me dire c'est nul, il me le dit. Et ça va, tu tiens le choc quand tu dis ça. À plein coworking, j'ai essuyé tellement de remarques. C'est l'espace de coworking où tu travailles. Exactement. Ouais. Mais ils étaient tellement bienveillants à chaque fois que... C'est un conseil que tu donnerais aux entrepreneurs parce que des fois, on garde son idée comme quelque chose d'un peu précieux. Qu'on ne peut pas du tout critiquer. Et oui, parce qu'on s'identifie à son idée. Le fait de la présenter à l'autre, cette idée. Ah non, moi je pense qu'il faut présenter, dès qu'on en a l'occasion, il faut présenter à tout le monde son activité. Comme je l'ai dit, ma mère y passe, mon père aussi, mes enfants y passent aussi parce que j'ai besoin que ça soit facile à comprendre. Donc souvent, je leur présente plein de trucs et ils savent maintenant ce que je fais. Donc tes enfants savent ce que maman fait. Ouais. Ils comprennent ton métier. Je les y emmène aussi quelquefois au bureau. Et non, je pense qu'il ne faut pas garder une idée dans sa tête parce que sinon elle reste que dans sa tête et elle reste avec plein d'idées reçues, des vérités générales. Non, c'est sûr, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça peut pas fonctionner autrement. Alors qu'il y a des gens qui ont des avis complètement différents, des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui pourraient nourrir et enrichir notre projet. Donc pas avoir peur de dévoiler son idée parce que des fois on peut avoir un peu peur qu'on nous pique notre idée, etc. Mais en fait, est-ce que c'est un vrai danger ça? Une fois, j'ai organisé un événement, une matinée bien-être, où on pouvait s'inscrire librement, les entreprises pouvaient s'inscrire librement. Une jeune fille s'est inscrite. Oui. Elle est venue me voir à la fin pour me dire « Ouais, je suis désolée, j'ai pas mis mon vrai nom. En fait, j'ai un projet de création d'une conciergerie d'entreprise.
et je voulais pas que tu le saches parce que peut-être que tu aurais refusé de me donner des informations sur ton projet. Et tout à coup, sa révélation m'a refroidi parce que d'autres sont venus me voir en direct pour me dire, bah, écoute, j'ai tel projet, est-ce que je peux te poser des questions, comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu as été financé, etc. Moi, je pense que Samara, quelqu'un d'autre peut le créer, il n'y a pas de problème, mais cette personne-là n'aura pas mon réseau, n'aura pas mes idées, n'aura pas ma manière de travailler, n'aura pas mon relationnel, etc., etc. Donc, pourra faire quelque chose de peut-être tout aussi bien ou carrément nul. Mais en tout cas différent. C'est ça. Et du coup, là, mieux, quand on a des questions à se poser, quand on est intéressé par un domaine, il vaut mieux aussi peut-être par rapport à la démarche de cette jeune femme, le faire de façon transparente et assumée. Parce qu'effectivement, c'est de la concurrence, mais en même temps, ça n'en est pas vraiment, parce qu'il y a la possibilité de proposer son offre de façon différente. Tout à fait. Bah, après, le grain de folie, c'est aussi, moi, je sais que dans mon étude de marché, je m'étais adressée aux grosses entreprises de facilité et de conciergerie d'entreprise. J'étais sûre à 90% que j'essuierais un refus, et j'ai essuyé un refus, mais bon, au moins j'ai essayé d'entrer en contact avec elle et de savoir un peu comment ça fonctionnait. J'ai finalement reçu à travers des chemins un peu hasardeux avoir quelques infos, mais il faut toujours, de toute façon, la meilleure façon de savoir, c'est d'oser en fait. Oui. Sinon, c'est un peu le message que tu donnes aux gens qui pourraient oser. À quelqu'un qui se pose la question de créer son entreprise et qui n'ose pas, tu dirais quoi? Je dirais que ça dépend du contexte. On n'ose pas parce que on a peur d'être en difficulté financière. Là, c'est compréhensible. On n'ose pas parce qu'on a peur du regard des autres. Est-ce que je vais tenir le coup? C'est important aussi parce que créer une entreprise, c'est aussi de se dire que ça va pas marcher tout de suite. Je sais pas s'il y a des exemples où ça marche tout de suite. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Ça demande aussi, il y a un moment où on fait l'effort d'aller vers ses amis, vers sa famille, etc. Parce que ça nous enferme tellement que il faut faire attention à ce danger-là. Et si la personne, enfin moi, si vous avez un projet en tête, il n'y a rien de plus frustrant que de pas essayer de le mettre en application et trouver. J'ai un exemple en tête d'une personne qui voulait ouvrir un restaurant et ça nécessite des investissements un peu bien lourds. sûr. Donc elle a d'abord commencé par apporter des repas sur son lieu de travail via son comité d'entreprise. Elle a ensuite développé une activité de traiteur qui a très bien fonctionné et finalement elle a ouvert un restaurant. Ça peut être aussi une idée, c'est de voir, j'ai un projet final, comment est-ce que je peux l'initier au tout début et évoluer d'étape en étape pour arriver au but ultime. Tout à fait, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, les entrepreneurs qui sont financés par l'ADIS, souvent en général, commencent petits, puisque c'est des petits financements, jusqu'à 10 000 euros. Et ensuite, effectivement, on peut très bien évoluer avec le temps. Et d'ailleurs, l'idée, c'est aussi peut-être de s'encourager à penser le développement de son projet dès le début. En tout cas, c'est l'idée du message qu'on veut faire passer aux femmes qui souvent se limitent par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, les beaux messages de ça. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Je vois des questions, donc je vais répondre aux questions. Enfin, Sarah va y répondre plutôt. Et moi, je vais les lire. Il y a Damien. Conseillez-vous les entreprises sur les raisons pour lesquelles elles ont besoin de recourir à des solutions de bien-être au travail, comme celles que vous leur proposez? Donc, Damien a l'air de bien connaître le monde de l'entreprise, en tout cas des grandes entreprises. Est-ce que tu apportes ce type de conseils? Alors souvent, quand elles s'adressent à moi pour les pauses bien-être ou les matinées bien-être, elles ont déjà une idée très précise de ce qu'elles veulent. D'accord. J'ai eu 2-3 fois des petits challenges où on me disait est-ce qu'on peut organiser une séance de massage sur chaise? Oui, pas de problème. Dans 2 jours, oui, toujours pas de problème. Oui, mais à Aubervilliers, mais aussi à Chartres ou à Toulouse, etc. en simultané. Oui, pas de problème. Bon, on y est parvenu, mais en matière de bien-être, maintenant on leur apporte on a une première entrée où elles savent déjà ce qu'elles veulent. Et après cette réalisation-là, on vient en conseil en disant ça serait pas mal. Si l'idée c'est de vraiment créer de la cohésion, c'est vraiment d'être à l'aise dans son écosystème, dans son environnement, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on peut vous aider à mettre en place ou à organiser un lieu de repos, de sieste un peu dynamique et convivial, etc., etc. La partie conseil, elle se limite à ça. Donc, tu développes un petit peu une expertise sur la qualité en fait de ces moments de bien-être dans ce qui se fait aujourd'hui et tu restes en veille sur ces questions-là. Oui, et alors ce que je veux surtout, c'est...
moi, je trouve ça un peu frustrant de dire, bon, on va leur mettre une animation bien-être et au moins ça sera là. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'animation, ceux qui ont participé se disent, ah oui, ça m'a apporté quelque chose, ah oui, ça a été intéressant, etc., etc. Donc, surtout veiller à ce qu'il y ait de l'adhésion de la part des salariés. De l'adhésion auprès des salariés. Et me semble-t-il, toi aussi, tu es créative dans ce que tu proposes aux entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement du bien-être. Il me semble que tu as aussi des initiatives pour faire se rencontrer aussi le territoire et les collaborateurs des entreprises. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que quand tu m'en as parlé, je me suis dit, bon, elle est vraiment amoureuse de son territoire. Et des gens sur ce territoire. Ouais, alors en effet, moi, j'étais pas forcément pour une structure associative pour Samara, mais j'ai créé Samara for Change pour pouvoir permettre encore une fois aux salariés de mieux connaître leur territoire et de rencontrer aussi les personnes qui le composent. Ça passe par organiser des séances de coding où ils vont pouvoir mentorer. Le coding pour les gens qui ne parlent pas en ing. Comme moi. Comme moi, par exemple. Le coding, en fait, c'est tout ce qui est lié à apprendre à coder, donc à créer des sites internet, des programmes, des applications, etc., etc. Donc, être plus à l'aise avec l'outil numérique. Et on se rend compte de toute façon qu'aujourd'hui, enfin pour demain, les enfants d'aujourd'hui, ils seront obligés de maîtriser cet outil-là pour pas être en marge de la société. Et l'idée, c'est de mobiliser les salariés pour qu'ils viennent en renfort participer à des ateliers sur une après-midi. Ils vont pouvoir permettre à des enfants de maîtriser l'outil, de passer d'étape en étape et de ressortir avec une compétence supplémentaire. Donc, ils deviennent coach d'un jour pour enfants en codage informatique. C'est ça. Et la même chose, on va le développer pour les femmes. Ça va être du coding mama. L'idée, c'est que les coding mama, j'adore. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. On a fait le choix de s'adresser aux mamans parce que elles sont ouvertes à la découverte. Elles sont le plus en marge aussi. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas d'adresse mail. Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Tout est dématérialisé, que ce soit pour les impôts, la sécu, etc. C'est une nouvelle forme d'illettrisme, effectivement. C'est ça, exactement. Tout à fait. Et l'idée, c'est aussi, à travers ce programme-là, de lutter contre la précarité numérique et de permettre aux gens d'être le plus insérés dans leur société et le plus en phase avec leur société. Et donc, tu proposes ces moments-là. Et donc, là, tu l'as proposé déjà à plusieurs entreprises. Coding Mama, pas encore. Coding Goûter, oui. On sort de 6 mois de coding et là aujourd'hui on est dans un tournant où on va organiser ça comme un programme pour qu'à la fin de l'année l'enfant puisse avoir vraiment un certificat, enfin une compétence, il puisse être en mesure de créer une application ou en tout cas de mener un projet jusqu'au bout. Ils vont être sacrément compétents ces enfants. Moi j'ai même pas ces compétences là. Mais pour les collaborateurs du coup des entreprises, ça a quel impact? Parce que par rapport à la question de Damien sur le bien-être des collaborateurs, est-ce que ça a un impact pour eux dans leur vie? Alors, la mission, moi, de mon métier, je me suis rendu compte, et c'est celle qui me convient, c'est de vraiment remettre de l'humain là où il en manque, en fait. De créer du lien entre des gens qui se croisent tous les jours, des salariés qui ont été obligés au bout d'un moment de venir travailler sur un territoire, des acteurs locaux qui, finalement, sont limités dans leur perspective de développement juste aux frontières de leur quartier. Et des gens en fait qui pour moi ont des parcours extraordinaires mais qui restent là sans savoir qu'ils apportent une valeur ajoutée à un territoire ou même à un pays. Et donc si l'idée c'est d'apporter de la relation humaine, les coding goûter c'est ah oui, enfin on a fait un coding goûter avec des enfants qui sont hébergés dans des hôtels sociaux. Tout à coup, pour le salarié, donc, pour rencontre de deux univers complètement différents. Où on se rend pas compte on se rend compte quand même que c'est difficile. On se rend pas compte qu'il y a des enfants ingénieux. C'est la première fois pendant ce coding-là que un des enfants est devenu mentor. Il a appris tellement vite qu'il a rendu aux autres enfants du groupe, par exemple. Et c'est vrai que les mentors viennent, on leur offre un verre, des petits gâteaux, etc. Mais ce qu'ils demandent, c'est juste ça, en fait, c'est l'échange. Ils attendent rien de plus et je pense qu'ils seraient vexés même qu'on leur propose autre chose que cet échange-là qui est humain et qui repose sur des choses saines, en fait, et basiques. Donc c'est vraiment... et donc ça, c'est dans un projet un peu associatif ou... Oui. Mais pourquoi ça c'est une question que je trouve intéressante aussi, pourquoi tu as choisi la forme de l'entreprise plutôt que celle de l'association pour Samara, pour ton entreprise, pour créer ce lien, parce qu'il y a vraiment une dimension sociale dans ton projet qui est très très forte, qui est assez centrale. Pourquoi c'était selon toi l'entreprise qui était le bon cadre?
Le bon cadre parce que mes interlocuteurs, mes clients sont des entreprises qui ont des idées reçues sur les associations. Ça fonctionne pas, il y a personne derrière. Ça va être vraiment à leur rythme. C'est pas forcément le cas des associations. La vie étant une association, hein, je tiens à le préciser. Hein. C'est un a priori qui existe. Qui existe. Et en fait, on démarre pas l'idée, c'était de liquider le maximum de préjugés. Donc, la structure, je savais d'office que la forme d'association pouvait nuire à l'activité, au développement de l'activité, et pouvait donner un signal un peu péjoratif à mes interlocuteurs. En termes de qualité de service, tu penses que les gens allaient s'attendre à moins de qualité? Oui, alors que finalement, en fait, c'est juste stratégiquement, moi j'ai choisi cette structure-là d'entreprise et je travaille avec des structures qui font travailler des femmes en réinsertion, des jeunes en réinsertion, des ESAT, etc., etc. Mais il y a besoin aussi, si je suis l'intermédiaire, c'est surtout moi qui dois rassurer mes clients et qui dois aussi rassurer les talents qui ont fait vraiment le choix de me faire confiance pour le coup. Donc l'entrepreneuriat, ça permet ça permet aussi de changer le regard sur ce territoire. Oui. De donner un visage un peu plus professionnel. C'est ça. Ok, très bien. Donc voilà, moi je trouve cette réflexion intéressante parce qu'effectivement, quand on pense à créer une entreprise, on pense spontanément plutôt à gagner de l'argent. Toi, on se rend compte que c'est une question que tu t'es posée tardivement. Et que tu l'as pensé un peu comme un projet d'association, mais avec cette exigence peut-être de qualité, de regard. Et donc, ça veut dire que, quelque part, le regard des entrepreneurs aussi change sur l'entrepreneuriat. Oui, alors pour compléter ma réponse, c'est que ce que je voulais surtout, c'est qu'il y ait une relation d'égalité entre les talents locaux et les grandes entreprises. Il ne fallait pas qu'il y ait cette idée de je donne ma petite pièce, ma petite contribution à l'association Samara. C'est qu'aujourd'hui, on va vous présenter un artisan, il est au top de sa qualité, de sa compétence, il va vous faire voyager, vous faire aimer le cuir, vous faire aimer la bonne pâtisserie, etc., etc. Et donc, il mérite d'être considéré et payé à sa juste valeur. D'accord. Et donc, ça aussi, tu entretiens l'équilibre de cette relation. C'est très important. On regarde les questions. Voilà, il y a plein de commentaires, de messages. Il y a Founé qui dit merci à toi pour ta confiance et pour ton professionnalisme. Tu connais Founé? On a bossé ensemble. Elle est très douée en tant que conseillère en image. Conseillère en image. Donc, tu proposes aussi ce type de prestation aux entreprises? On avait fait un atelier dans une entreprise à Aulnay où l'idée c'était d'apporter un peu de confiance en soi aux équipes qui étaient chargées de l'accueil du public, etc. Et Founé, elle est top parce qu'ils étaient tous installés, elles étaient toutes installées, chacune à son kit. Et en fait, le maquillage, c'était le prétexte à acquérir de la confiance, en fait. Donc, finalement, ils se sont mis à l'aise. Oui, qu'est-ce que tu en penses de ci, de ça? Et elle a glissé tous ses conseils, elle a exprimé tous les fashion faux pas, etc. C'est une espèce de Christina, en fait, Founé, c'est ça? Au top. Chanteuse lyrique en plus, donc non, Founé. Non, ça doit être un personnage aussi, hein, d'accord, très bien, Founé, donc voilà, donc il y a le lien de Founé si vous êtes intéressé. Et quelle autre question? Il y a Julia qui est vraiment contente d'être là. Nous, on est contents aussi que tu sois là, Julia. Voilà, et qui dit que vraiment tu es inspirante et je me joins aux commentaires de Julia. Merci pour ton engagement et pour ton énergie communicative. Hein, donc voilà. Elle te demande pour Coding Mama et Coding Goûter, est-ce que tu es en lien, en partenariat avec d'autres structures ou est-ce que c'est quelque chose que tu mènes seule? Alors non, moi je suis en lien avec ODI Kids. J'ai un collègue qui a développé la première plateforme, la première marketplace qui est dédiée aux objets connectés, un vrai geek. D'accord, un vrai geek, un vrai start-upper, dans l'idée qu'on se fait de la start-up. Coucou Abdoulaye. Abdoulaye, d'accord. Et en fait, lui, de par son réseau, a pu mobiliser tout un tas de partenaires et de mentors qui tout de suite ont adhéré à ce projet-là. Et finalement, l'équipe se grossit de plus en plus. Et franchement, si chacun se sent d'y participer, d'apporter sa pierre à l'édifice, nous, on est là et vous pouvez me solliciter. Donc, Julia, hein, si tu veux te joindre. Ben voilà, Founé qui dit merci. Donc vous avez l'air de vous aimer beaucoup, c'est formidable. Bah écoutez, je pense qu'on a posé plein de questions à Julia. À Sarah, j'ai encore une dernière question. J'ai envie que tu parles aux femmes entrepreneurs qui, comme toi, ont peut-être une petite voix à l'intérieur d'elles qui leur dit « je travaille pour mon entreprise » plutôt que
je suis entrepreneur, qu'est-ce que tu leur dirais? Puisque maintenant, tu as quelques années de recul et que cette petite voix, tu l'adoptes un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme qui hésite à se lancer ou bien qui s'est lancée mais qui n'assume pas totalement encore sa posture d'entrepreneur? Moi, je pense que ça peut pas arriver d'un coup en se disant, bon, bah, aujourd'hui, je vais mettre ma tenue de superwoman et je vais être the chef d'entreprise. Ça veut dire qu'une femme d'entrepreneur, ça n'a pas besoin d'être une superwoman? Non. Ça, non. S'il y a une phrase à retenir. Non, non, non. Et en fait, finalement, moi, j'ai fonctionné par des petits challenges. Tous les jours, je me lançais un petit challenge. À chaque fois que j'avais une réunion avec des chefs d'entreprise, etc., je me retrouvais dans la salle avec le profil typique du chef d'entreprise. C'était un grand monsieur, peut-être blond, mais en tout cas qui commençait à être grisonnant, qui était blanc, etc. Quand tu dis le blanc, j'ai pensé à Gad Elmaleh. Le blond. Et en fait, moi, à chaque fois que je rentrais dans cette salle-là avec des hommes chefs d'entreprise, eh ben, j'étais heureuse parce que déjà, ils me regardaient tous comme ça. Oh, une femme jeune, noire, etc., etc. Et je me disais, bon, mon gros handicap, c'est d'ouvrir la discussion. On s'en rend pas compte là, mais c'est l'un de mes gros problèmes. Et en fait, de voir quelque chose d'atypique dans la salle, eh ben, ils se dirigeaient tous spontanément vers moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que c'est, Nani? Donc, ça permettait déjà ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une force d'être une femme, chef d'entreprise. Parce qu'on n'est pas nombreuses encore. Ouais. Et je pense qu'il faut jouer chacun avec ses atouts. En fait, je suis une femme, je vais en profiter aujourd'hui à cette occasion-là. Et aussi se dire que de toute façon, il faut vivre les petits challenges, c'est une bonne manière. Et aussi se dire, si je ne tente pas, je vais en mourir, en fait. Je serais tellement... Les regrets, c'est toujours cette histoire de regrets. Tu ne veux pas avoir de regrets. Non, non, non. Donc, même si l'aventure, elle s'était arrêtée plus tôt, aujourd'hui, j'ai jamais eu encore le regret de... J'étais bien avec ma fiche de paie, à l'aise avec mes horaires de travail en tant que salarié. J'ai jamais eu encore ce regret-là. Et Dieu seul sait que je commence à me payer tout juste, en fait. Oui. Et donc, ça a mis combien de temps pour fonctionner? 2 ans. 2 ans. Donc, ça veut dire ne pas se dévaloriser si ça met 2 ans à dégager quelque chose. Donc, les bonnes questions à se poser, c'est pas est-ce que je vais être capable? De toute façon, quand on est... ça veut dire un truc sexy. Parce que c'est ça qu'elles se demandent, les femmes. Quand souvent. On est une femme, par définition, on va réussir parce qu'on est une femme. Et le tout, maintenant, c'est de pas prêter trop attention à tous ceux qui vont nous mettre en garde. On peut entendre les conseils, mais pas les mises en garde, parce que c'est des gens qui ne vont jamais oser, qui vont transférer sur vous leurs propres appréhensions. Et trouver toujours un moyen de commencer petit, au moins ça va vous rassurer, pour après voir plus grand et surtout avoir un modèle. Moi, j'ai beaucoup aimé rencontrer des femmes qui étaient... moi, mon rêve actuel, c'est de rencontrer la dirigeante de l'agence BETC. D'accord. Et Mercedes Serra, moi, elle me fait rêver, je la vois, je l'entends, etc. C'est une femme où on se dit que... Voilà, elle a confiance en elle. C'est ça. Et donc, ça fait partie des challenges. Il faut que j'y arrive à la rencontrer. Mercedes Serra, si vous nous regardez... Voilà, je pense que c'est bien aussi d'avoir pas des modèles, quelqu'un qu'on va suivre et qu'on a en poster dans son... mais se dire, ce parcours-là m'intéresse, ce parcours-là est inspirant et au moins je vais y arriver, je vais m'en rapprocher un peu. Et en tout cas, si vous avez envie d'être inspiré par des modèles d'entrepreneurs comme Sarah, je vous donne rendez-vous sur le site des Rendez-vous de l'ADI. Vous trouverez les portraits de plusieurs femmes entrepreneurs comme Sarah qui seront mis en ligne tout au long de la semaine des rendez-vous. Sarah, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'ai rien à rajouter et pourtant, Dieu sait que je suis bavarde, que je dis beaucoup de choses. Mais vraiment, enfin, je pense, par vos commentaires, que vous avez également apprécié la qualité des conseils merci beaucoup de Sarah. Merci beaucoup pour votre participation. Ce live sera diffusé et vous pourrez le revoir en replay tout au long de la semaine et même au-delà sur YouTube, sur la page Facebook de l'ADI. Et surtout, on se retrouve pendant toute la semaine avec des conseils des entrepreneurs, des experts aussi inspirants que Sarah tout au long de la semaine des Rendez-vous de l'ADI. Merci beaucoup de nous avoir suivis de façon aussi active pendant ce nouvel épisode de Dans la peau d'un entrepreneur. Donc, c'était Dans la peau d'un entrepreneur comme Sarah. Moi, j'ai adoré. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, à demain même. Au revoir. Au revoir.